Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, comme à l'habitude, on va avoir un épisode qui sera très chargé. Marc-André va se joindre à moi dans quelques instants. On va bien sûr y aller de nos réactions excessives à la suite de la 8e semaine d'activité du côté de la NFL. On va parler des Alouettes. Les Alouettes ont congé, entre guillemets, cette semaine. Ils vont tout de même s'entraîner 3 fois. En fait, ils se sont entraînés mardi. On enregistre ce podcast mercredi matin. Alors, en compagnie de Marc-André, bien sûr, on va parler de la NFL, de la semaine à venir, en plus du fantasy football. Et on va avoir un invité aujourd'hui, Jules Régimbald de l'Esprit sportif. En sa compagnie, on va mettre la table pour les demi-finales de la RSEQ au niveau du football universitaire canadien. Et bien sûr, on va terminer l'épisode en beauté lorsque je vais répondre à vos questions dans le cadre de la Minute des fans. Mais tout d'abord, on va accueillir Marc-André Chaloux. On va faire un petit retour en arrière, Marc-André, en parlant de nos réactions excessives à la suite de la 8e semaine d'activité. Écoute, je vais y aller tout de suite, Marc-André, OK, parce que j'en vas-y. ai une bonne. J'en ai une bonne. Je pense que j'en ai Vas-y, une bonne. Je vas-y, crois que tu vas vas-y. apprécier ma réaction excessive. On a tous vu au moins 1000 fois la reprise du Hail Mary de Jaden Daniels lorsqu'il a permis aux Commanders de vaincre les Bears de Chicago. C'est tellement spectaculaire. Mais ma réaction excessive à la suite de ce match-là, les Bears n'ont pas repêché le bon carrière. À la place de Caleb Wow! Williams, c'est Jaden Daniels qui aurait dû être le tout premier choix du dernier repêchage. Daniels, il y a de la magie, là, OK? Il y a quelque chose de spécial dans ce jeune homme. En plus de ça, il est beaucoup plus précis dans les zones profondes que Caleb Williams. Caleb Williams qui a de la difficulté là, à compléter des passes dans les zones profondes depuis le début de la saison, il ne le fait pas régulièrement. Bon, je vais le défendre, sa ligne à l'attaque, on sait à quel point il est pitoyable, mais c'est pas grave. C'est ma réaction excessive à la suite de ce Hail Mary de Jaden Daniels. Les Bears auraient dû le choisir au tout premier rang du dernier repêchage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, en plus, Jaden Daniels, il paraît-il que c'est un bourreau de travail, hein. C'est un gars vraiment appliqué à sa job. Oui. Puis écoute, je sais pas, Caleb Williams, c'est sûr qu'à la suite d'une contre-performance comme celle-là, c'est plus facile de dire que Jaden Daniels est meilleur, mais Jaden Daniels n'a pas connu un grand match non plus, mis à part oui, peut-être il était blessé, mis à part le Hail Mary, la prière de fin de match. Mais écoute, je sais pas, c'est serré pour moi. Je pense qu'à la fin à la fin de leur carrière, on va toujours les comparer. Je pense que peut-être que ça va être plus serré qu'on pense là, au niveau statistique. Ah ben, c'est certain, mais c'est ma réaction excessive. J'étais tellement emballé, j'en revenais pas quand il a complété le Hail Mary. Alors ça, c'est ma réaction excessive à la suite des matchs de la 8e semaine. Maintenant, toi, c'est quoi ta réaction excessive pour cette semaine? Les Bills de Buffalo seront champions dans l'Est de l'Américaine au 1er décembre. Ils vont être assurés du premier rang dans cette division-là au Ah, 1er c'est pas décembre. très excessif, ça? Non? Ouais, 1er, C'est pas très 1er décembre excessif. quand même, c'est rare, c'est rare. Je pourrais Oh, l'avancer peut-être un peu comme les Alouettes qui vont ouais, s'assurer du premier rang très tôt. au 15 novembre. Je peux peut-être la mettre plus excessif que ça. Non, mais tout ça pour dire que Buffalo a autant de victoires cette saison que les trois autres équipes de la division combinées. Ils ont 6 victoires. Les Dolphins, les Pats et oui, j'ai un blanc ce Les matin. Les Jets. Dolphins, les Pats et les Jets, pardon, oui, Les c'est ça. Jets. En nom Comment 2, j'ai oublier pas les beaucoup Jets? dormi. Oui, j'ai pas beaucoup dormi. Ça pour dire que les Bills, cette année, on croyait qu'il y avait vraiment un changement de garde au sein de cette division-là, que les Jets allaient être meilleurs, que les Dolphins allaient être meilleurs. Oui, il y a eu l'absence de toi, mais quand même, on se rend compte que les Bills, on avait échangé Stephon Diggs, on s'est dit, mon Dieu, c'est le début de la fin, mais c'est pas ça qui se passe. On a Hmm. vraiment changé l'identité de cette équipe-là. On est devenu une attaque basée sur le jeu au sol. Josh Allen lance pratiquement pas d'interception cette saison, limite les revirements. Je pense que les Bills, la fenêtre est encore ouverte finalement. Oui, ben, je suis d'accord avec toi. Écoute, c'est certains là, qui vont terminer au premier rang, à moins d'une catastrophe, à moins d'une blessure à Josh Allen. C'est la seule chose qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas terminer au premier rang. Les Dolphins qui ont été décevants la semaine dernière, malgré le retour au jeu de Tua Mm. Tango Viola. Alors, c'était nos réactions excessives à la suite de la 8e semaine d'activité du côté de la NFL. On va parler un peu plus tard des rencontres qui s'en viennent pour la semaine 9. Mais on va commencer, Marc-André, en parlant des Alouettes. Hein? Ils ont subi une défaite crève-cœur, ce match qui ne voulait rien dire au Mm. classement pour les Alouettes, mais ça voulait tout dire pour les Bombers qui, eux, se sont assurés du premier rang de la division Ouest et de la semaine de congé en défaisant les Alouettes, mais ça a été un peu de façon inusitée là, avec la fin de rencontre. Ah, je pense qu'il faut commencer par la fin de match invraisemblable pour citer Éric Lapointe. Poussé par le vent.
le botté Ah de non, Joseph fais plus de ça, Joseph rechante Zem plus. C'est la première le fois que c'est la botté de dernière fois que tu chantes au podcast. le botté de Joseph Zema, j'avais jamais vu ça de ma vie. Je sais pas si tu avais déjà vu ça. Ben, je me souviens d'un botté de Shaun Jamais. White. J'ai- Euh, ben, je me souviens Jamais d'un botté de placement de Shaun White là, qui avait comme le vent à l'avait comme Guelph. topé puis il était tombé droit Oui. là. Oui, oui, c'est en Mais je me ben, éliminatoire à Guelph lorsque ouais. les Tiger Cats jouaient sur le campus de l'Université de Guelph pendant que le terrain Tim Hortons était en construction. Le ballon avait Mhm, frappé un mur devant. Puis c'est la même chose un peu qui est arrivé là, à Joseph Zema. Mais qu'est-ce que j'avais jamais vu, je te jure, Marc-André, 5 secondes avant le botté, il n'y mhm. avait aucun vent pour Slow Motion. C'est comme si quelqu'un appuyait sur un bouton pour faire perdre les alouettes. C'est jamais vu. Il y a eu un tourbillon, les feuilles revolaient partout. En tout cas, c'est vraiment inusité. Je vais vous faire une confidence. Moi, c'était la fête à ma petite fille, puis je faisais des ailes de poulet quand le vent s'est levé. Puis j'ai manqué un peu cette séquence-là, mais j'avais enregistré le match, puis j'étais allé voir à quel point j'ai vraiment regardé quand le vent se lève, comme tu le dis, genre 5 minutes, 5 secondes avant, il se passe absolument rien. Ouais. Écoute, écoute, crédit à Sergio Castillo qui a réussi un botté après ça dans des conditions où la pluie s'est mise de la partie par la suite. 51 verges, pas facile, puis on voyait quand même le vent était quand même assez fort. Donc, chapeau aux Blue Bombers, ils l'ont pas volé, mais on peut pas faire autrement que s'imaginer que si Joseph Zema avait fait un botté, mettons, décent, un botté de dégagement décent, si les Bombers auraient réussi à remonter le terrain. Ouais, non, les Alouettes auraient sûrement gagné là, avec un botté régulier de la part de Joseph Zeman. Mm. Ben, bref, heureusement pour eux, le match ne comptait pas au classement. Alors, félicitations aux Blue Bombers, comme Jason Mass l'a dit après la rencontre. Eux, ils ont fait Sépare ce le qu'ils avaient à vent. faire, à faire leur botté. Oh. Passons maintenant ouais, à À l'attaque, l'attaque. parce que Oui. ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas bien joué. Hein? Oui, oui. Écoute, moi, vraiment été encouragé par la performance de l'attaque, spécialement la séquence qui a mené au toucher de Charleston Rambo. Je pense que c'est la plus belle séquence à l'attaque des Alouettes depuis, je te dirais, un mois et demi facilement. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. 375 verges d'attaque totale. Le jeu au sol a quand même bien fonctionné. On voit ici la course de Ouais. Sean Thomas Arlington. Je pense que c'est vraiment une performance encourageante et rassurante de l'attaque. Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, un match, là, j'aurais aimé voir les Alouettes mieux jouer en attaque pendant 2, 3 semaines consécutives. Au moins, ils ont été en mesure de bien terminer la saison régulière. Ça a été difficile pour Cody Fajardo au début. Il a raté quelques passes, même sa première passe à la rencontre, c'était une interception selon moi. Sa deuxième passe, beaucoup trop longue pour Tyler Sneak, s'était libéré en plein centre du terrain dans les zones profondes. Mais après ça, il était en mesure de se replacer. Alors pour moi, c'est une performance encourageante. Ça faisait vraiment longtemps, ça faisait des semaines que l'attaque n'avait pas aussi bien joué. Tu as mentionné l'attaque au sol. On a gagné plus de 100 verges au sol. Fletcher a inscrit un touché par la voie terrestre, 44 verges en 6 courses pour Sean Thomas Arlington, qui pourrait avoir un rôle intéressant là, lors des matchs Mhm. éliminatoires. On voit qu'il est plus utilisé depuis qu'on a échangé Joshawn Antwi au Lion de la Colombie-Britannique. Alors oui, non, ça a Il a vraiment sauvé été également encourageant. il a sauvé également la mise sur le retour de Lucky Whitehead sur les unités spéciales. Oui, oui, également, c'est vrai, tu fais bien de le mentionner. Mais il y a une chose que j'aimerais voir du côté de l'attaque des Alouettes. Si on fait cibler plus souvent Charleston Rambo, parce que pour moi, Mhm. Rambo, c'est un des meilleurs joueurs. C'est pas même le meilleur joueur. Du moins, c'est le plus talentueux du côté de l'attaque des Alouettes. Il est tellement explosif. Mais au moins, on a été 3-en-3 dans la zone critique, Marc-André. Souviens-toi, il y a 2 semaines à Vancouver, on avait été 0-en-3. On a mis l'emphase sur cette facette de jeu durant les entraînements la semaine dernière. Et ça a rapporté 3-3, on a été parfait. Alors, Jason Mass m'a dit en entrevue hier après l'entraînement, ils allaient continuer de travailler sur leur situation de court gain, les présences dans la zone critique. Bref, les Alouettes ont 3 entraînements cette semaine, comme je le disais tout à l'heure, puis ils veulent utiliser ça pour travailler sur leurs fondamentaux. Également, ils préparent des stratégies pour les deux équipes, autant Toronto qu'Ottawa. Ils doivent juste patienter afin de voir laquelle des deux équipes ils vont affronter le 9 novembre au Sapper Slow Motion. Je suis allé d'une petite nouvelle. Mustapha Johnson, Marc-André, il a raté les Mhm. 3 derniers matchs des Alouettes en raison d'une blessure à un genou. On a demandé à Jason Mars s'il croyait
que Johnson allait être en mesure d'effectuer un retour au jeu lors de la finale de l'Est, puisque lors de l'entraînement de mardi, il n'était pas présent. Et puis Jason Matt, d'habitude, il ne veut pas trop nous en dire là, sur les blessures. Bref, il essaie de rien nous dire, de nous donner aucune information. Mais là, il a dit, ben écoutez, je vais être honnête avec vous, j'ai juste un peu d'espoir afin de voir Johnson en uniforme Ouais. lors de la finale de l'Est. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que la défense, ça, il faut le mentionner, la défense a fait du bon boulot face à Brady Oliveira, le meneur de la Ligue canadienne au chapitre des verges au sol. On a vraiment bien joué contre la Limité à course 35 après les verges. déboires qu'on a eus. Ouais. Non, c'est ça Limité que à la 35 défense en avait verges, arraché Brady. contre la course. Oui, oui, Ouais, vas-y, effectivement. continue, ouais. Non, mais je disais, Brady Oliveira était limité à 35 verges. C'était pas parfait comme performance de la défense, mais c'était vraiment encourageant de ce côté-là aussi. Écoute, on s'est vraiment serré la ceinture. Il y a quelques séquences, là, dont notamment la porte des buts, qu'on a vraiment bien fait contre le jeu au sol. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, c'est de bon augure pour la suite des choses. Oui, effectivement. C'est comme on disait, Winnipeg avait absolument besoin de cette victoire-là. Les Alouettes sont allés de bon effort, d'une bonne performance. Ça a été leur meilleur match, malgré la défaite, je crois, en environ un mois et demi, là, je Mm. dirais. Même si on a gagné certains matchs contre Ottawa, tout ça. Mais vraiment une bonne performance. Alors, samedi, ça va commencer les éliminatoires de la Ligue canadienne avec les deux demi-finales. Bien sûr, les Argonauts de Toronto qui vont recevoir le Rouge et Noir d'Ottawa. Donc, on voit justement le tableau qui va nous mener à la grande finale qui va avoir lieu le 17 novembre au BC Place à Vancouver. Alors que du côté de l'Ouest, Marc-André, confrontation entre deux anciens carrières des Alouettes, Trevor Harris et Mhm. Rough Riders et Vernon Adams et Lions de Colombie-Britannique qui vont s'affronter. Alors, ces deux rencontres-là seront diffusées sur les ondes de RDS samedi après-midi et en soirée. Et pour le prochain match des Alouettes, on le rappelle, c'est le 9 novembre, la finale de l'Est. Ce sera contre les Argonauts ou les Rouges et Noirs. Je sais que tu n'es pas un fan de prédiction, Didier. Ça te tente-tu de te mouiller ou qui crois-tu voir débarquer au stade Percival Molson le 9 novembre? Ah, c'est difficile de ne pas choisir Toronto. De la façon que Toronto Ouais. a terminé la saison régulière, bon, Ottawa a été en mesure de gagner son dernier match de la saison. C'était contre Hamilton. Mais tu sais, quand tu regardes les statistiques d'Ottawa, écoute, je crois qu'on est moins 15 au niveau des revirements. Le Rouge et Noir a été victime de quoi, 43 revirements, je crois, là, je dis ça de mémoire. Tu sais, il y a certaines statistiques, tu te dis, ouf, c'est vraiment laborieux du côté d'Ottawa. On a vraiment des faiblesses. L'indiscipline, en plus, c'est l'équipe la plus punie de la Ligue canadienne. Puis ça, en éliminatoire, ça ne fonctionne pas. Toronto joue bien, donc je dirais Toronto devrait l'emporter, puis ça devrait être eux qui vont se présenter. Du moins, c'est ce que je souhaite. Parce que je sais que les Argonauts, il n'y a rien qu'ils souhaitent plus que venir au Sapper Slow Molson et faire la même chose que les Alouettes leur ont fait sur leur terrain lors de la finale de l'Est l'année dernière. Ça va être un match intense. C'est Toronto qui vient ici, c'est une rivalité. Alors, je pense que les Argos vont gagner. Je souhaite qu'ils gagnent afin qu'on ait droit à tout un match de football le 9 novembre. Puis du côté de l'Ouest, je pense que les Lions vont gagner. Je sais que c'est pas facile, ils vont aller en Saskatchewan, mais je pense que les Lions vont gagner. Donc, on le rappelle, c'est à 15 h la finale de l'Est, le 9 novembre. Puis avant de se quitter, la Ligue canadienne, on a appris une grosse nouvelle cette semaine que le commissaire Randy Ambrosie va quitter ses fonctions en 2025. J'ai le goût de te demander quel est son héritage? Qu'est-ce qu'on retient du passage de Randy Ambrosie à la barre de la Ligue canadienne? Écoute, pour moi, Je Randy savais que tu allais faire Ambrosie, ça. ça n'a pas Je été le fameux. savais. Non, mais sérieusement, ça n'a pas été fameux, là. Puis, premièrement, OK, il n'est pas parti de son plein gré. Les gouverneurs ont voté 5 contre 4 afin d'y aller d'un changement au poste de commissaire. Ne croyez pas le communiqué qui a été émis par la Ligue à ce niveau-là. C'est pas ça qui est arrivé. Moi, depuis l'été dernier, Marc-André, depuis l'été dernier, on m'avait dit qu'Ambrosie ne serait pas de retour en 2025. OK, on m'avait dit Mhm. ça durant l'été. C'est une personne qui m'a dit ça. Naturellement, bon, ça prend plus qu'une source, mais quand même, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Puis là, regarde qu'est-ce qui est arrivé. Alors, c'est pas qu'il parle de son plein gré. Du côté de la Ligue canadienne, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'on a des nouveaux propriétaires. Ici même à Montréal, à Vancouver également. Et eux, ils ont une vision différente des anciens gouverneurs qui sont là, qui font tourner la Ligue en rond depuis des décennies. On veut du changement, on veut moderniser la Ligue canadienne. On est en 2024. Il y a des grosses carences au niveau de la Ligue Mhm. canadienne à plusieurs points de vue. Alors, donc c'est ça.
Alors ça, c'est un peu une bataille qu'il va y avoir entre ces nouveaux propriétaires-là et les anciens. On verra qui sera le nouveau commissaire, mais Randy Ambrosie, il ne parle pas de son plein gré. Là. Ne croyez pas ça. Là. Du tout, du tout, du tout. Alors, ouais, on va voir la suite des choses, mais il risque d'avoir plusieurs changements au sein des bureaux de la Ligue canadienne au cours des prochains mois. On va se rappeler aussi du dossier de la vente de l'équipe des Alouettes. Ça va être Les un deux dossier, ventes. ouais, les 2 ventes, un dossier complètement, parfois cauchemardesque, disons ça comme ça. Alors, mais c'est un vendeur de voitures usagées, carrément. Là. Il n'arrêtait pas de nous parler de son expansion, tout ça. Ça ne s'est jamais produit. Là, Ouais. on sert continuellement de la pandémie comme excuse, tout ça. Bref, il est plus là. Comme tu vois, j'ai pas versé de larmes. Et même, Non, pour te dire, la Ligue canadienne, pour te dire là, comment il ne parle pas de son plein gré même. Regarde, l'annonce a été faite durant le match Winnipeg-Montréal. OK? Un samedi après-midi, là, ou en début de soirée. Quand est-ce que tu annonces le départ de ton commissaire le pendant un week-end match. comme ça? Ben ouais, pendant un match. Pendant un Puis du match côté de la de Ligue ta canadienne, il ligue. y avait tellement. Ben voilà, exactement, Marc-André, c'est qu'il y avait tellement de gens qui étaient au courant que Ambrosio n'allait pas être de retour. La Ligue canadienne avait peur que ça sorte dans les médias. Puis là, ils se sont empressés de faire l'annonce de son départ. Tu le vois, même ça, tu vois, c'est l'image de son séjour en tant que commissaire. Même ça, c'était tout croche, l'annonce de son départ. Donc je le rappelle, Randy Ambrosie, va quitter ses fonctions lorsqu'on lui a trouvé un successeur, en fait. Donc on pense que c'est, simplement en 2025, mais chose certaine, ce sera, avant le début de la prochaine saison. Oui, il faut, oui. Oui, Bon, ben parfait. Ben écoute, Marc-André, on a fait le tour concernant les Alouettes. Tu vas venir me rejoindre tout à l'heure afin de jaser je vais aller me de faire la une NFL, toast. bien sûr. Ouais, tu vas faire une toast, parfait, excellent. Ouais. Excellent. Peut-être aller donner le biberon aussi au Oui, bébé s'il y en oui, a besoin. oui, oui, C'est oui, bon, on se oui, reparle je tout à reviens. l'heure lorsqu'on va analyser les duels de la 9e semaine d'activité du côté de la NFL. Mais là, pour le moment, ben, il y a le début des éliminatoires, pas juste du côté de la Ligue canadienne au cours du week-end, mais au niveau du football universitaire canadien. Et bien sûr, nous, on va discuter des rencontres qui seront présentées au sein de la RSEQ. Et on va accueillir pour la toute première fois au podcast Jules Régimbal du compte Instagram L'Esprit Sportif. Salut Jules. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Fait plaisir Didier, comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va très bien. Écoute, c'est un bon temps de l'année si on est un amateur de football. Les éliminatoires du côté de la Ligue canadienne, les éliminatoires au niveau du football universitaire canadien. Alors, puis la NFL, bon, bien sûr, qui est en cours. J'ai plus ou moins de temps afin de suivre le football universitaire canadien, excuse-moi, comparativement par les années passées, là, avec mon horaire chargé et la couverture des Alouettes. À un moment donné, tous les matchs de football ont lieu en même temps, donc c'est difficile de tout suivre. Mais toi, je sais que tu suis assidûment les activités de toutes les formations de la RSEQ. Alors, je me suis dit, ben, je ne peux pas avoir un meilleur invité justement afin de mettre la table pour les rencontres éliminatoires. Alors, ça va commencer samedi à midi à Québec, alors que le Rouge et Or va recevoir la visite des Stingers de Concordia. Laval a déjà vaincu 2 fois Concordia en saison régulière de façon relativement facile. Dis-moi, à quoi tu t'attends? À quel genre de rencontre tu t'attends? Est-ce que les Stingers ont même une chance de causer une surprise et de vaincre Arnaud Desjardins et compagnie du Rouge et Or? Personnellement, j'y crois pas. On voit que le départ d'Alex Surprenant pour McGill, ça a vraiment tué cette équipe-là. Ils n'ont plus la même identité cette année. Puis franchement, ils m'ont beaucoup déçu. Je m'attendais à ce que ce soit une équipe compétitive. On l'a vu l'an passé en série. Ça a été très serré contre Laval. Cette fois-ci, je ne m'attends pas du tout au même match. Laval sont premiers en défense pour le nombre de points alloués avec seulement 13,2. Puis pour ce qui est de l'attaque, on fait 429 verges par match. On est premier dans la RSEQ. Donc, on a probablement la meilleure attaque, la meilleure défense, puis contre une équipe de Concordia qui a perdu un de ses éléments les plus importants. On le voit, Olivier Roy, il n'est pas le même carrière cette année non plus. Donc, je ne m'attends pas à ce que ce soit nécessairement un match très serré, mais en série, on ne sait jamais. Oui, puis Laval, bon, mis sur l'excellent duo d'Arnaud Desjardins et de Olivier Cool. Est-ce que tu crois qu'ils vont poursuivre, là, qu'ils vont pouvoir faire des flamèches face à la défense des Stingers encore une fois? Oui, absolument. Écoute, Arnaud Desjardins et Olivier Cool, là, c'est un duo qui est émergé de nulle part. Là. On savait pas qu'Olivier Cool et Arnaud Desjardins, ce serait un duo qui ferait autant de flamèches cette année.
Arnaud Desjardins, c'est toute une saison là, qu'il connaît. Là. 2373 verges de passes, 17 passes de toucher, une interception et presque 76% de passes complétées. Puis sur ces 17 touchés-là, il y en a 10 à Olivier Cool. Donc ce duo-là, selon moi, il n'est pas prêt d'arrêter de faire des ravages. Puis je pense qu'en série, ils vont continuer de faire mal aux défenses adverses. Oui, Arnaud, c'est un ancien des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Alors, il est allé à la bonne école. Est-ce qu'il y a un joueur du côté des Stingers qui retient ton attention, là, auquel on devrait porter attention durant la rencontre? Ouais, ben c'est Mendel Joseph. C'est peut-être celui qui pourrait déranger Arnaud Desjardins en Mm. défensive pour Concordia. Cette année, 4 interceptions, 6 passes rabattues. Il est partout. C'est un aimant au ballon. Puis Mendel, je l'ai suivi au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai joué avec lui au flag, j'ai joué contre lui. C'est un gars qui est très instinctif. Hein? Il se fie beaucoup à ce qu'il voit sur le terrain. Il va couper des trajectoires de passe. C'est un gars qui est quasiment un receveur là, en défense. Il a des très bons ball skills. Donc, c'est peut-être le facteur X en défense pour Concordia. Oui, ensuite de ça, samedi à 15 heures, eh bien, McGill va affronter les Carabins de l'Université Montréal. On sait que bon, les Carabins mis sur la meilleure attaque de la RSEQ, bien sûr menée en attaque par l'excellent carrière Jonathan Sénécal. Toutefois, le 4 octobre, McGill et Montréal s'étaient affrontés, Jules. La rencontre avait été très serrée. Non seulement ça, McGill avait l'avance à la mi-temps. Alors, est-ce que les Carabins pourraient peut-être se faire surprendre? Ben, écoute, je pense que c'est possible. Avec un corps aussi talentueux qu'Éloi Latendresse-Regimbalde, il faut absolument réussir à le contenir en défense. C'est pas normal pour un corps arrière d'être premier dans la ligue pour les verges au sol. C'est un athlète exceptionnel. Puis il a tout un bras. Donc, il peut te faire mal avec ces deux aspects-là du jeu. Je pense que s'ils réussissent à le faire et à mettre en marche Éloi Latendresse, autant sur le jeu au sol que le jeu aérien, dès le début du match, puis à faire douter un petit peu les Carabins, ben, il y aurait peut-être une surprise qui serait en train de mijoter là, du côté de McGill. Donc, je pense pas que c'est hors de question qu'ils surprennent les Carabins. Ah, OK. Alors, les Carabins doivent faire attention. Est-ce que du côté de McGill, on va être en mesure, justement, là, on a parlé du duo carrière-receveur du côté du Rouge et Or, mais du côté des Carabins, on a également un bon duo carrière-receveur. Alors, est-ce qu'on va être en mesure de ralentir Sénécal et Leclerc? Ça, ça va être difficile parce que Sénécal, quand tu le gardes dans la pochette, ben, il peut sortir puis créer, être un improvisateur un peu comme Patrick Mahomes le fait. Et Enrique James Leclerc, c'est pas seulement un receveur, c'est un gars que tu peux utiliser sur des jeux de type gadget, sur des jeux renversés. Il va te faire mal autant horizontalement que verticalement. Donc, selon moi, ça va être très difficile pour la défensive de McGill d'arrêter ce duo-là. Ouais, tout à l'heure, tu m'as mentionné le nom d'un joueur, Mendel Joseph, du côté de la défense des Stingers, qui pourrait peut-être là, mettre les bâtons dans les roues de l'attaque Mhm. du Rouge et Or. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça du côté de McGill? Ben, moi, j'aime bien Ryan McNally du côté de McGill. C'est un gars qui est Mhm. utilisé un peu à toutes les sauces, là. On appelle ça un jack of all trades en anglais. C'est un gars qui joue un peu à l'intérieur, qui est un demi-défensif hybride. Il est cinquième dans la RSEQ pour le nombre de plaqués cette année avec 30,5. Il a 3 passes rabattues, une interception. Je le connais personnellement. C'est un gars qui est humble, qui est très coachable. C'est un leader dans une défense. Donc, je pense que c'est un gars qui pourrait avoir un impact en défensive. Ah, OK, ben parfait, c'est noté. Alors, il sera à surveiller. On verra est-ce qu'on va avoir droit à une surprise ou sinon, ben, ça va être une reprise encore une fois la semaine prochaine entre Laval et les Carabins. Ils se sont affrontés 2 fois en saison régulière, puis les 2 fois, ça a été des matchs très serrés, enlevants. Alors, on va voir si l'histoire va se répéter. Ben, écoute, Jules, je te remercie de ton passage au podcast et de ton analyse des deux demi-finales du côté de la RSEQ. J'espère qu'on va avoir l'occasion de se reprendre. Merci Didier, salut. Ouais, passe une bonne journée. Ah, c'était Jules Régimbal du compte Instagram L'Esprit Sportif. Si vous n'êtes pas abonné à ce compte Instagram, je vous invite à le faire si vous êtes un fan de football universitaire canadien, universitaire américain, font un bon travail également afin de suivre les joueurs québécois qui évoluent au sud de la frontière. Alors, L'Esprit Sportif sur Instagram. Bon, on a donné une petite pause à Marc-André. Il est de retour, plein d'énergie. Il était à se faire une toast. Que tu t'es fait du café Non, c'est également faux. ou Non, pas de pas de rituel de toast? café. C'est faux. En fait,
suis allé voir mes joueurs autonomes, là, mes waiver fantasy, ce que j'avais eu, que j'ai réussi à acquérir cette semaine. Puis dépenser 45 $ pour Cedric Tillman, j'ai trouvé ça excessivement cher. Je me suis fait avoir. Donc, un peu déçu en ce Tu moment. l'as fait? Écoute, Ouais. Non, 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 hey, moi j'ai Tillman? pas eu. Ah, ok, ok. C'est mon, c'est mon compétiteur. J'en avais mis beaucoup moins. Je pensais pas que Cedric Tillman allait être aussi prisé cette semaine. Ah, ok, ah, peut-être que ton compétiteur, il est prêt à la position de receveur et qu'il devient un C'est peu sûr, c'est sûr. désespéré. Quoique Tillman, il est talentueux, mais bon, un Je l'ai match ne fait pas une carrière, hein. je l'ai inséré dans ma formation PPR la semaine dernière, moi, Cedric Tillman. J'avais devancé. J'ai passé. Honnêtement, je me vante Ah oui, ici. à la suite de Lorsque la je fais des transaction coups de de... Mary Cooper, ouais. Exactement. Je me vante ici quand je fais des coups de génie. 7 catch, 99 verges, 2 touchés la semaine dernière. Je parle moins de mes mauvais coups, là, mais bref, ça, c'est un bon coup. Un des bons coups de ma carrière récente en ce moment au niveau fantasy. Bon, ben écoute, enchaînons avec la neuvième semaine d'activité. Il y a les Broncos de Denver, ça va très bien pour les Broncos. Puis là, ils vont affronter les Ravens hein, à Baltimore. Oui, et l'arrivée de Deontay Johnson également avec les Ravens. Les Ravens, ça a vraiment Oui, été décevant. Didier, la semaine dernière, on a échappé ce match-là contre les Browns. Je pense qu'on va se reprendre. Du côté des. J'ai hâte de voir comment on va utiliser Deontay Johnson. Je pense que Zay Flowers, on ciblait quand même à outrance Zay Flowers dans l'attaque aérienne des Ravens récemment. Je pense qu'il va peut-être laisser un peu de cible au profit de Deontay Johnson. C'est un bon receveur de possession aussi, Deontay Johnson. Ça donne une arme supplémentaire à Lamar Jackson. J'ai bien hâte de voir. Et du côté des Broncos, il faut parler également de la progression de Bo Nix, qui joue vraiment du meilleur football depuis 3-4 semaines. ouais, mais commençons avec les Ravens, parce que personnellement, je ne trouvais pas qu'on avait un besoin à la position de receveur. C'est bien beau, Deontay Johnson, mais c'est la défense. C'est la défense qui a fait en sorte qu'on s'est incliné face aux Browns de Cleveland. On a permis à Oh Cleveland de là là. revenir dans le match. Marc-André, depuis le début de la saison, les Ravens de Baltimore ont accordé 21 passes de 25 verges ou plus. Depuis 2022, ça, là, la défaite contre les Browns qu'on voit à l'écran, ça a été leur huitième défaite lorsqu'ils ont une avance avec 2 minutes à jouer au quatrième quart. On a accordé 93 points au quatrième quart en 8 matchs depuis le début de la saison. Alors, est-ce que Deontay Johnson va aider ça? Pas du tout. Il joue en attaque, à moins qu'on essaie de Didier, marquer 40 points par match. on a appuyé sur le hockey pour la transaction lorsqu'on a vu Lamar Jackson lancer la passe à Rashad Bateman complètement seul. Il l'avait dans les numéros puis qu'il l'a échappé. On s'est dit, d'accord, ça nous prend un autre receveur de passe. Il a perdu dans le soleil. Il a perdu dans le Ouais, soleil. ouais, ouais, mais quand même. Quand même. Facile Non, à dire. mais c'est que ajouter des receveurs de passe, c'est pas la solution. Là, on le voit, il y a plusieurs receveurs de passe lors des dernières semaines qui ont changé d'adresse, mais c'est pas ça qui va régler le problème numéro un des Ravens de Baltimore. Tu sais, c'est défensivement, là, même la semaine, il y a 2 semaines, qu'on a battu les Buccaneers, Marc-André, on avait une bonne Hmm. avance, on a essayé les Bucks revenir dans le match. On a même perdu contre les Raiders à cause de nos insuccès au quatrième quart. Cette tertiaire-là, elle en arrache, elle est très généreuse. J'ai Hmm. mentionné les statistiques. Alors, tout ça pour dire que ça devrait donner, il n'y a aucun doute dans mon esprit que ça devrait donner des opportunités à leur adversaire cette semaine. Les Broncos de Denver, t'en parlais, bon, Bonix, il a connu un bon match par la passe la semaine dernière, mais même après le match, hein, Sean Payton, il a dit, écoutez, on n'a pas affronté une grande équipe. Là. Okay, c'était les Hmm. Panthers à Caroline. Alors même Sean Payton, il a mis un frein là, un peu aux gens là, qui avaient lancé des fleurs à Bonix. Lui-même, il reconnaissait finalement que les Panthers sont pratiquement pas de calibre de la NFL. Alors là, ça va être Ça, beaucoup plus difficile à Baltimore, bien sûr, contre les Ravens. Mais encore une fois, avec la tertiaire qui est tellement généreuse, peut-être que Bonix va connaître encore une fois un bon match. une statistique intéressante, c'est que les Broncos ont une fiche cette saison de 5 victoires, une défaite quand ils récoltent au moins 100 verges au sol. Ils sont 0-2 lorsqu'ils ne le font pas. Et les Ravens ont accordé 100 verges au sol seulement une fois cette saison. Moi, je pense que cette statistique-là est quand même assez révélatrice. C'est pourquoi que je vais choisir les Ravens pour l'emporter face aux Broncos ce dimanche. Ben, moi aussi, j'y vais avec les Ravens de Baltimore afin de l'emporter. La statistique que tu viens de dire, je crois pas que les Broncos sont en mesure de courir avec le ballon
contre Baltimore, mais si jamais on s'incline à domicile, que Bo Nix ça complète 3 passes de toucher contre cette tertiaire là, qui a beaucoup d'ennuis depuis le début de la Mm. saison, moi, je vais appuyer sur le bouton de panique du côté des Ravens parce que présentement, à cause des mauvaises performances, à cause des contre-performances de la défense, je ne peux pas mettre les Ravens dans la catégorie d'aspirants au Super Bowl parce que tu ne peux pas être aussi mauvais que ça contre la passe et penser soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardi éventuellement. Les Cowboys de Dallas, avec une fiche de 3-4, vont se rendre à Atlanta pour affronter les Falcons, qui sont 5-3. Ce sera également un affrontement, Mathieu Bergeron et Kirk Cousins. Les Falcons, Didier, ont 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Ils ont marqué au moins 26 points lors de ces 4 victoires-là. Donc, je m'attends peut-être à un match peut-être à haut pointage entre ces deux formations. Oui, Atlanta qui détient maintenant le bris d'égalité hein, au niveau de la section sud de l'Association nationale à la suite de leur victoire de la semaine dernière contre les Buccaneers de Tampa Bay. Alors, je le disais la semaine dernière, la division est aux Falcons à la suite des blessés à la position de receveur de passe du côté des Bucs. Mais quand même, hein, Baker Mayfield a passé pour 300 verges hein, sans receveur de passe contre cette défense des Mhm. Falcons qui, eux, la date limite des transactions s'en vient rapidement, Marc-André. Hein, c'est le 5 novembre. On a besoin d'un chasseur de corps. Là. Oui, on a mis on a acquis les services de Matt Judon lors de l'été, mais c'est pas suffisant. Ça nous prend un autre chasseur de corps du côté des Falcons. Mais en attaque, ça va bien. 4 passes de toucher pour Kirk Cousins la semaine dernière. Là, est-ce que Carl Pitts, c'est toi le spécialiste de Ah, Fantasy ouais. Football, Carl Pitts, 4 réceptions, 91 verges, 2 touchés. Est-ce qu'on est en train d'assister à son émergence? Parce que là, ça fait quelques matchs consécutifs où il est productif. On l'avait vraiment enterré, Kyle Pitts. Force est d'admettre qu'il joue vraiment du bon football. Il joue le meilleur football de sa carrière. Je crois, de mémoire, qu'il est l'allié rapproché numéro 5 au niveau fantasy. Mais oui, il joue de l'excellent football. Puis ça a toujours été un gars avec des qualités indéniables, athlétiques surtout. Mais on se demandait, on questionnait souvent son éthique de travail, on questionnait également. Mais vraiment, là, il est en train. Oui, je pense qu'on est en train, pour répondre à la question, on est en train peut-être d'assister à son émergence enfin. Faut rappeler qu'il est arrivé dans la NFL assez jeune aussi. Là. Oui, non, c'est vrai, ça, c'est un bon point. Et traditionnellement, la position d'ailier rapproché, des fois, c'est long pour les joueurs là, pour se développer. Là. Tu sais, ça peut prendre 3, 4 ans, même si le joueur est talentueux, parce que position d'ailier rapproché, bon, on te demande Ouais. d'en faire beaucoup, mais c'est encourageant. C'est encourageant, mais la défense me laisse toujours sur mon appétit du côté des Falcons. Mais je suis pas convaincu que les Cowboys, eux, la façon dont ils jouent, qu'ils peuvent battre aucune équipe. Là. Écoute, Dak Prescott, j'ai ça ici, ses statistiques. Il a 4 matchs cette année, là, 4 matchs déjà au cours desquels il a été victime de 2 interceptions. Tu parles du joueur le mieux payé de la Ligue, là, avec la prolongation de contrat Mhm. qu'il a signé avant le début de la saison. Et lorsque je regarde le calendrier des Cowboys, là, ça peut être facile, Marc-André. Cette semaine, on va affronter les Falcons. Après ça, on va recevoir les Eagles de Philadelphie. On va recevoir les Texans de Houston. On va aller jouer à Washington contre les Commanders. Ça augure pas bien pour Dallas. Puis on n'a pas d'attaque au sol. Là, on a donné une chance C'est à Dalvin exactement ce Cook que je la m'en semaine allais te dire. dernière. Il n'arrêtait pas de tomber par terre. Il n'a plus de Ouais. jambes. Clairement, il est fini. Toi, qu'est-ce que tu as à dire Dalvin sur Cook est Dalvin Cook? fini. Dalvin Cook est fini. Ezekiel Elliott est fini. Rico Dowdle, c'était spécial ça au début de match. Moi, je pense qu'il était pas. Il a dit qu'il se sentait pas bien lorsqu'il est arrivé au stade. Puis finalement, je suis pas convaincu il y a des gens qui pensent que c'était peut-être une théorie du complot là, qui voulait simplement pas jouer pour cette formation-là, ou en tout cas, bref, qui était insatisfait de son utilisation. Mais c'est bizarre ce qui se passe avec les Cowboys. Les Cowboys puis les Jets là, cette saison, Didier. euh, Ça sent pas bon. c'est un téléroman. C'est un téléroman, puis ouais, exactement. Ça sent pas bon. Je pense pas qu'on va aller nulle part du côté des Cowboys. Je pense même que Mike McCarthy, son siège est en jeu d'ici la fin de la saison. Les Cowboys, par exemple, leurs 3 victoires cette saison, ont été acquis sur des terrains adverses. Donc, ils ont 3 victoires à l'étranger. Mais je pense vraiment que ce ne sera pas cette semaine. On va aller chercher une 4e victoire à l'étranger, puisque je vais prendre les Falcons. OK. OK, je pensais là, tu allais prendre les Cowboys. Je ne suis pas certain. Écoute, ils peuvent toujours l'emporter, mais moi aussi, je vais prendre les Falcons parce qu'il n'y a rien que j'ai vu là, du côté des Cowboys lors des dernières semaines qui me permettent quoi? Qui peuvent aller à Atlanta et infliger un revers aux Falcons. Surtout que au moins l'attaque des Falcons, elle est constante. OK? C'est pas le cas du côté de Mhm. la défense, mais en attaque, on sait qu'on va inscrire des points
alors que du côté de Dallas, sans aucune attaque au sol, il n'y a pas de façon là, de contrôler le rythme du match. Puis ça va sûrement être une grosse performance de Bijan Robinson ou de Algier. En tout cas, l'attaque au sol des Falcons devrait connaître du succès. Alors, victoire d'Atlanta pour moi aussi. Les Bears de Chicago à 5-2 annoncent que j'avais mis leur fiche à 15 secondes de la fin. À 4-3 Ah, vont affronter ah, les ah, Cardinals ah. en Arizona à 4-4. Est-ce que les Bears vont pouvoir se remettre vraiment de cette défaite crève-cœur à Washington? Ça, c'est une très bonne question. J'ai bien hâte de voir ça. Ça, c'est le genre de défaite qui peut laisser des séquelles, là. Avec Mhm. le fanfaron Tyreek Stevenson qui parlait aux Ouais. partisans des Commanders, même pas prêt lorsque le ballon est levé. Sérieusement, j'espère qu'il a au moins été mis à l'amende par les Bears. Ça n'a aucun bon Il s'est sens, ça. excusé. Il s'est Mais, excusé le lendemain. Puis c'est même ouais, lui c'est qui a rabattu qui a touché au ballon pour l'envoyer dans les airs. il a fait dévier dans les mains de Noah Ouais. Brown. Ben oui, écoute. Mhm. Bon, moi, il a été conscient de sa bévue, mais quand même, là, ça peut pas arriver. C'est la NFL. C'est la NFL, ça peut pas arriver. Tu peux Mhm. pas être en train de parler avec des spectateurs pendant que le ballon est mis en jeu sur le dernier jeu du match. Marc-André, ça n'a pas Ça n'a de pas de bon sens, sens. qu'est-ce qui est arrivé. Mais non, mais c'est une bonne question, c'est ça. Alors, est-ce que cette défaite-là va avoir laissé des séquelles du côté des Bears? Parce que les Cardinals de l'Arizona, ils ont un dossier égal à 500, hein. Ils sont 4-4. Ils sont au plus fort de la course afin de terminer au premier rang Ils de la sont section premiers. Eh oui, Ouest de la NFC. Ben oui, ils sont premiers présentement. C'est ça, alors. Qui ça l'eût n'a pas de cru? sens. Moi, je persiste Ouais. à dire qu'il y a un manque de talent du côté de cette défense-là. Mais on est très combatif. On est dans le match généralement jusqu'au quatrième quart. Écoute, Marvin Harrison Jr., 6 réceptions pour 111 verges et un touché la semaine dernière. Ça ne sera pas facile pour les Bears. Ça ne sera vraiment pas facile. La ligne à l'attaque demeure un problème du côté de Chicago. Tu l'as vu, Caleb, Caleb Williams, il a été pris d'assaut la semaine dernière contre Washington. Puis, à cause de ça, il a recommencé à être frénétique dans la pochette, impatient Mhm. et manque de précision sur les longs passes du côté de Caleb. Alors, on avait vu une progression, excuse-moi, à chaque semaine de sa part depuis le début de la saison. Mais ça n'a pas été le cas Et la là, semaine dernière contre les Commanders. Donc, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir rebondir, quel genre de performance qu'il va connaître en Arizona. OK, les Bears auraient dû gagner ce match-là la semaine dernière, mis Oui. à part cette fameuse prière de fin de match. Mais Caleb Williams, présentement sur les terrains adverses depuis le début de la saison, depuis le début de sa carrière même, a une fiche de 0-3, a lancé 2 touchés contre 4 interceptions et un pourcentage de 58 de passes complétées. C'est vraiment le jour et la nuit comparé à ses statistiques à domicile. Donc, moi, ça l'a aidé à faire mon choix. Je pense que je vais prendre les Cardinals pour l'emporter contre les Bears parce que Kyler Murray, Didier, a remporté 2 matchs de suite pour la première fois en 25 matchs. Je pense qu'ils vont en remporter un troisième à domicile de façon consécutive. Donc, je vais prendre les Cards pour l'emporter. Ah, j'ai le goût de prendre l'Arizona, hein. Mais la défense des Bears, mon Dieu, j'arrête pas de boire de l'eau, puis malgré tout, ma voix, je suis en train de perdre ma voix. Mais ouais, la défense des Bears, elle a accordé 21 points ou moins lors de ses 13 derniers matchs. Alors, est-ce que les Cards vont être en mesure de générer assez d'attaques? C'est quoi? Je pense que la défaite contre les Commanders va laisser des séquelles. Moi aussi, je vais choisir l'Arizona afin de Ah, l'emporter dans un match série, finalement. Ouais. Ben, je ne serais pas je, surpris si les je Bears l'emportent, mais à cause de la défense en particulier, ouais. pensais que j'avais vu dans tes choix, dans le fichier, notre document, que tu avais pris les Bears. Donc, moi, je voulais faire différent. Mais c'est correct, c'est correct. Non, Tu as le droit de je prendre prends les les Cardinals Cardinals. aussi. Mais il y a juste une chose que je veux dire avant de passer à un autre match. Il y a quelque chose qui passe sous le radar du côté des Bears à cause du Hail Mary. Ça a été la décision, OK, à la porte de la zone des buts, de remettre le ballon à un joueur de ligne à l'attaque. OK? Ouais. On avait l'occasion, je pense, de prendre l'avance ou de réduire l'avance des Commanders. Là. Puis là, tu essaies de remettre le ballon à un joueur de ligne à l'attaque. Le genre de jeu que tu fais quand tu mènes par 30 points, tu sais, comme les Lions il y a quelques semaines à Dallas contre les Cowboys, ce qu'on a remis le ballon à Penny Sewell. Tu fais pas ça dans un moment crucial de la rencontre. Pour moi, là, ça a été un des pires jeux, une des pires sélections de jeux que j'ai jamais vues de ma vie. Là, on n'en parle pas à cause du Hail Mary, mais écoute, les Bears ont tout fait pour donner le match aux Commanders. C'est un côté positif aussi, un point positif du côté des Bears, c'est la tenue de DeAndre Swift, qui, en fait, si je peux mettre mon chapeau fantasy, connaît vraiment une séquence. On affronte des défenses qui sont assez poreuses contre la course depuis quelques semaines, puis ça va se poursuivre.
on est comme à l'épicerie avec des Andrew Swift, puis on est rendu, quand on était jeune, puis on est rendu dans la section des bonbons et des chips depuis quelques semaines. C'est la section le fun pour des Andrew Swift. Donc, au niveau fantasy, DeAndre Swift est un excellent joueur à insérer dans votre formation cette semaine. Les Lions de Détroit, avec une fiche de 6-1, vont affronter les Packers à Green Bay et leur fiche de 6-2. Évidemment, ce qui retient l'attention, la grosse histoire du côté des Packers, c'est encore, évidemment, le statut de Jordan Love. Oui, hein, ce qui sera à son poste, Malik Willis a fait du bon boulot encore une fois. Malik Willis est en train de relancer sa carrière là, depuis qu'il est arrivé à Green Bay. On se souviendra au début de saison, lorsque Love s'était blessé un genou. Willis avait obtenu du temps de jeu, des départs, et puis il a mené les Packers à une victoire. Il ne faudra pas l'oublier, ça. Si les Packers se qualifient pour les éliminatoires, la contribution cette saison de Malik Willis, qui est en mesure de bien jouer, qui ne tente pas de trop en faire. Jordan Love, en passant, là, il est rendu à 9 interceptions. Hein. 9 interceptions, malgré le fait qu'il a raté beaucoup de temps de jeu en raison de blessures. Ça, je voulais le mentionner, mais Green Bay a gagné ses 3 matchs avec Malik Willis. Il avait obtenu 2 départs, et puis là, bon, il a joué beaucoup à la suite de la blessure à l'aine de Jordan Love. Mais oui, alors, est-ce qu'il sera à son poste? Là, on va affronter les Lions. Hein? Ce pas les Jaguars de Jacksonville comme la semaine dernière. Ça va être différent. Les Lions qui ont complètement lessivé les Titans du Tennessee la semaine dernière dans une performance historique, Marc-André. C'était la première fois depuis 1955 qu'une équipe marquait 50 points ou plus malgré le fait qu'elle a passé pour moins de 100 verges. OK? Jared Goff a passé pour moins de 100 verges. Malgré tout, on a marqué 50 points. Retour de beauté pour un toucher. Bref, on a marqué d'une multitude de façons contre les pauvres Titans du Tennessee. Un aspect à surveiller, ce sera la température, parce que ce sera le premier match cette saison que les Lions vont jouer à l'extérieur. On s'en souvient, on en avait parlé avant le début de la saison. Ils jouent 14 de leurs 17 matchs cette saison dans des dômes ou à l'intérieur. Donc, ce sera le premier match à l'extérieur de Jared Goff. On sait que l'année dernière, Jared Goff n'était pas facile. À la semaine 9. Exactement, en 5 matchs à l'extérieur, 5 passes de toucher contre 4 interceptions l'an dernier. Et on s'en va dans la froideur de Green Bay également, ça ne sera pas facile. Je pense qu'on annonce la pluie en ce moment à Green Bay en fin de semaine. Côté des Lions, je pense qu'on va peut-être... C'est le moment de peut-être lancer un message, parce que si on n'est pas champion de l'association nationale, on va devoir peut-être passer par Green Bay en éliminatoire, par Philadelphie où il fait froid, par Washington peut-être où il fait froid. Donc, il va falloir aller jouer dehors, comme on dit, en éliminatoire. Donc, c'est un excellent moment pour passer un message. Mais ça, c'est un aspect à surveiller. Les Packers sont vraiment confortables. Eux autres, dans le froid, j'ai hâte de voir que les Lions vont la tenue des Lions dans ces conditions-là. Ah, c'est un bon point que tu viens d'amener. Mais les Lions sont équipés pour jouer dans ces conditions-là à cause de leur ligne à l'attaque. Leur ligne à l'attaque est le duo porteur de ballon de Jahmyr Gibbs et de David Montgomery. Alors, si on s'appuie sur le jeu au sol, depuis notre défaite contre les Buccaneers de Tampa Bay, là, on court avec le ballon du côté de Détroit, puis ça simplifie la vie de Jared Goff. Alors que du côté des Packers, on a également une équipe complète. Hein. Josh Jacobs, la semaine dernière, Marc-André, 127 verges au sol, 2 touchés en 25 courses. Alors, les deux équipes peuvent jouer dans ce genre de conditions. Je vais choisir les Lions. Je me dis éventuellement, ils vont devoir perdre un autre match. Mais je vais choisir les Lions tout simplement parce qu'on ne sait pas si Jordan Love sera à son poste. Malik Willis joue bien. Mais contre Détroit, je ne crois pas que ça va être suffisant d'avoir Malik Willis au poste de quart. Alors, une victoire des Lions. Depuis la semaine numéro 3, les Lions ont plus de touchés que de passes incomplètes. C'est assez incroyable comme statistique. 25 touchés contre 20 passes incomplètes. C'est pour ça que je choisis les Lions. Moi aussi, je vais choisir les Lions pour l'emporter. Moi aussi, à cause qu'en ce moment, je pense que ça va être Malik Willis potentiellement pardon, au poste de quart pour les Packers. Mais même avec Jordan Love, je pense que les Lions vont l'emporter. Les Colts d'Indianapolis. Est-ce que toutes nos prédictions sont pareilles jusqu'à présent? On dirait que oui, je crois que oui. Je sais pas, hein? Ouais. Ravens, Falcons, Cards, Lions. Ouais, je pense que oui. Oui, je pense que oui, il va falloir se différencier. Bon. Bon, est-ce que ça te prochain match? Non, je ne penserais pas. Les Colts d'Indianapolis à 4-4 vont affronter les Vikings à 5-2. Les Colts, on a appris hier, lundi, que Joe Flacco serait au poste de quart. Oui, hey, Anthony Richardson. Tu vas donner ton mal de gorge.
Ouais, ben ouais, c'est ça, c'est contagieux, même à distance, on dirait, là. Mais Anthony Ouais. Richardson est en train de devenir un désastre. Et c'est triste à Ah ouais. dire, là. Écoute, il n'a même pas une saison complète encore derrière la cravate. Tu sais que c'était blessé l'année dernière. Ça va-tu? Oui, un petit Je vais verre d'eau, mourir, c'est bon. comme Ouais. moi. Mais oui, mais hey, Richardson, la semaine dernière, a complété seulement 10 passes, 10 en 32. Depuis le début de la saison, il a complété seulement 44% de ses Pas de passes. sens. Là, en plus de ça, il s'est retiré du match à un certain moment donné parce qu'il disait qu'il était fatigué. T'es le carrière, tu es le leader. Faut que tu restes dans le match, peu importe. Puis le jeu suivant, c'était une course. Donc, il aurait pu rester pour juste remettre le ballon à Jonathan Taylor. Regarde, c'est simple, on n'avait Ils pas le étaient à la choix porte d'aller des le buts changement en au poste de plus. camp. Oui, moi, on était près de la zone début. Non, non, t'as raison, regarde. Ça, c'est une façon de perdre la confiance des joueurs. Parce que déjà, c'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont frustrés, en particulier les receveurs de passe. Josh Downs s'était libéré à quelques reprises durant le match la semaine dernière contre Houston. Puis Richardson, ses passes manquaient de précision. Regarde, c'est la NFL, c'est pas une ligue de développement, là, OK? Là, c'est pas la ligue américaine de hockey, là. Il faut gagner des matchs. Puis les Colts, ils ont une assez bonne équipe pour participer aux éliminatoires. On l'a vu lorsque Joe Flacco était au poste de quart. Alors, moi, je suis entièrement d'accord avec cette décision. Puis j'ai de sérieuses inquiétudes pour l'avenir d'Anthony Richardson, s'il sera en mesure de se développer, parce que, souviens-toi, on en avait parlé dès qu'ils l'ont repêché. Il n'a pas eu beaucoup de départs au niveau universitaire. Alors, c'est difficile de combler ce retard-là là, en termes de développement. N'est pas Lamar Jackson qui veut, c'est un peu ça la leçon qu'il faut retenir. Il y a des corps mobiles qui nous font Mais croisser Lamar de qui est partant pendant 3 ans à Louisville, c'est Ouais. ça l'affaire. Il a joué beaucoup. Anthony Richardson, on parle de quoi? D'une douzaine de départs seulement au football universitaire. C'est pas comme s'il était un joueur dominant non plus. Là. Tu vois que c'est un bon athlète. Mais Mhm. on peut pas être surpris là, finalement du déroulement de son développement. Et de prendre un jeu de repos, j'ai jamais vu ça. Depuis 2000, Ouais. Didier, il y a 225 corps qui ont tenté au moins 250 passes dans la NFL. Et Richardson, pour le pourcentage de passes complétées, Richardson est 222e sur 225. Wow. C'est une statistique pour moi qui est assez révélatrice. Il est accompagné des joueurs comme Tim Ça veut dire que Tebow, c'est un des de Sean pires quarts qu'on a Kaiser. vu. Là. Exactement. Ouf, de C'est l'un Sean des Kaiser. pires corps depuis la dernière décennie. Moi aussi, je trouve ça. Je pense que les Colts sont une meilleure équipe avec Joe Flacco en ce moment. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour défaire les Vikings. Justin Jefferson a inscrit un touché dans 3 des 4 matchs des Vikings à domicile. Donc, moi, je pense que les Mm. Vikings, vraiment, on va retrouver le chemin de la victoire en fin de semaine. Les Colts, on l'a dit, la défense est vraiment exécrable. C'est un excellent remède, les Colts d'Indianapolis, pour retrouver justement le droit chemin. C'est drôle que tu mentionnes le nom de Sean Kaiser. Lui, c'est un ancien carrière de l'Université de Notre-Dame. Il avait de beaux atouts physiques, mobile, grand, gros, bras puissants, un peu comme Anthony Richardson. Et lui, je me Mm. souviens, lui aussi, c'en était un autre cas qui aurait été mieux de rester à l'université pour une autre année. Et puis, je suis Mhm. certain qu'il aurait connu une belle carrière dans la NFL, puis il est arrivé, puis il était très jeune. Mais écoute, il faut parler des Vikings qui, eux, ben, ils ont perdu là, contre les Rams la semaine dernière. Alors ça fait quoi? 2 défaites de suite, 2 défaites consécutives pour les Vikings du Minnesota. Et lors de ces 2 défaites, Marc-André, la défense des Vikings, qui était solide en début de saison, on a accordé 61 points là, lors de nos 2 derniers matchs. Là, du côté de la ligne à attaque, on a perdu les services de l'excellent bloqueur à gauche, Christian Darissa. Puis les Vikings, avec les Lions, là, ils ont une des meilleures lignes à l'attaque de la NFL. On a fait l'acquisition de Cam Robinson tard lundi en soirée des Jaguars de Jacksonville. Robinson avait été cloué au banc, donc on va l'insérer dans la formation à la position de bloqueur à gauche. On va jouer à domicile du côté des Vikings. C'est la raison pour laquelle je les ai choisis. Je me dis, Minnesota est une trop bonne équipe pour perdre 3 matchs de suite. En plus de ça, on va jouer à domicile. J'avais le goût de sélectionner Joe Flacco, joueur par excellence du Super Bowl 48, effectue un retour au jeu au poste de quart arrière partant des Colts. Je vais y aller avec les Vikings. Peut-être que je rate une occasion justement de ne pas faire le même De choix que toi. Là. différencier, oui. Je devrais miser À sur, surveiller, sur Joe Flacco. Ah, à surveiller trop aussi le tard, trop retour tard. Je vais avec les potentiel Vikings. à surveiller aussi le retour potentiel de T.J. Hawkinson aussi du côté des Vikings. Mais au niveau fantasy, Joe Oui, Flacco oui. est un joueur à insérer dans votre formation. La défense des Vikings par la passe, elle est assez pitoyable.
Les Buccaneers de Tampa Bay, avec une fiche de 4-4, vont affronter les Chiefs à Kansas City et leur fiche de 7-0. C'est l'équipe invaincue encore dans la NFL. Baker Mayfield, tu en as parlé tout à l'heure, Didier, malgré des receveurs, malgré l'absence de Godwin et Evans, ses receveurs étoiles, ben, il s'est quand même bien tiré d'affaire lors du dernier match. Est-ce que ça va se poursuivre contre les Chiefs? Oui, ben, en plus, les Buccaneers auraient pu gagner le match contre les Falcons. On est allé d'un jeu truqué, là, de botter de dégagement. C'était pas nécessaire. Puis là, ça fait en sorte que les Falcons ont pris possession du ballon, puis ils sont allés inscrire un touché immédiatement. C'est comme si du côté du groupe d'entraîneurs des Buccaneers, on ressentait la pression, là, étant donné qu'on n'a plus Godwin et Evans. Il fallait essayer de générer de l'attaque, mais c'est pas nécessaire. Le match était serré contre les Falcons. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir est-ce qu'on va être actif avant la date limite des transactions le 5 novembre du côté des Bucks afin d'aller chercher un receveur de passe pour aller donner un coup de main à Baker Mayfield qui, c'est dommage, il connaissait vraiment une bonne saison. Puis comme je l'ai dit, il a tout de même passé pour 330 verres. Mais parlons des Chiefs. Ils sont toujours invaincus, Marc-André. La seule équipe invaincue du côté de la NFL. Ils ont défait les Raiders à Vegas la semaine dernière. La dernière fois que les Chiefs sont perdus, c'était au mois de décembre. Et c'était contre les Raiders. Là, ils ont pu venger cet échec-là. Ils ont fait l'acquisition de Josh Uche. Il faut le mentionner, des Patriots de l'Angleterre. Uche, c'est un chasseur de quart. C'est un chasseur de quart avec un style différent des chasseurs de quart qu'on a du côté des Chiefs de Kansas City, avec bien sûr Chris Jones, George Karlaftis, qui misent plus sur leur force brute. Uche, lui, c'est un chasseur de quart qui est rapide, très explosif. Et puis, il y a 2 ans, il avait réussi 11 sacs et demi du quart, Marc-André. OK? Puis là, bon, sa production, elle a diminué, mais c'est normal. Quand tu es un chasseur de cartes, ton équipe n'a jamais l'avance, ben, c'est difficile d'avoir des opportunités justement pour réussir des sacs du quart. Alors ça, c'est vraiment une belle acquisition du côté des Chiefs de Kansas City. Steve Spagnuolo, il aime avoir plusieurs chasseurs de cartes sous la main. C'est lui commentateur de la défense des Giants de New York en 2007, lorsqu'on a mis fin à la saison parfaite des Patriots au Super Bowl. Souviens-toi, c'est là qu'on a dévoilé la formation NASCAR. On utilisait 4 ailiers défensifs qu'on les mettait en même temps sur le terrain. Donc, je me dis, est-ce que c'est ça qu'on essaie de recréer du côté des Chiefs? J'aime cette acquisition parce que la défense des Chiefs est déjà très bonne. C'est une des meilleures de la NFL. Là, on l'a rendu meilleur, surtout en situation évidente de passe. C'est là que Uche devrait avoir un rôle au sein de la défense des Chiefs. Souviens-toi, en début de saison, j'avais parlé de l'hypothèse que Travis Kelce, avec sa vie amoureuse très prisée et chargée, avait peut-être pas avait peut-être pas mis autant de sérieux à l'entraînement dans l'entre-saison et tout. Puis je me dis peut-être qu'avec les semaines, il va retrouver son aplomb. Ben, on a vu vraiment cette semaine, ça a été son meilleur match. 10 catchs, 90 verges et un touché. On a besoin du côté des Chiefs de la part de Travis Kelce, absolument. Puis je pense que ça va se poursuivre. Il a vraiment connu, il était vraiment, il a connu son meilleur match. Il avait l'air vraiment à sa place sur un terrain. Il avait l'air, en tout cas, plus explosif qu'en début de saison. Et peut-être l'allié rapproché aussi en parler du côté des Buccaneers, Cade Otton, qui à moins qu'on, d'ici au retour, disons, de Mike Evans, ou à moins qu'on déniche un autre receveur de passe, va être l'une des cibles de choix de Baker Mayfield. Encore là, au niveau fantasy, Cade Otton, cette semaine, est vraiment un must-start à insérer dans votre C'est formation. ça, j'allais Moi, dire, je c'est vais pas encore prendre. le moment de ta chronique Ouais! fantasy, mais là, tu vas de bons conseils, là, ouais. Mais je vais prendre les Chiefs pour l'emporter, justement à cause que je pense que l'attaque des Buccaneers va peut-être souffrir cette semaine. C'est pas la même opposition que celle des Falcons. Hey, le match va être au Arrowhead Stadium avec la foule En bruyante. plus. On n'a pas vraiment de receveur de passe face à une des meilleures défenses de la NFL. Je suis obligé de faire comme toi encore une fois et de sélectionner les Chiefs de Kansas City afin de l'emporter. Ils devraient demeurer invaincus. On va voir maintenant si Ah, durant les autres matchs en rafale, si on va avoir des choix différents. Là, c'est un peu plate. Là. On pense de la même façon, mais je continue de croire que j'aurais dû prendre des Colts et Joe Flacco pour poser ça. peut-être qu'en rafale, peut-être lors de ce match-ci, on va être différent. En rafale, donc, les Texans, avec une fiche de 6-2, vont se rendre au New Jersey pour affronter au MetLife Stadium pour y Regarde, affronter je peux te garantir les tout de Jets. suite, je prends pas les Jets. Ça, je te le dis tout de suite. Les Jets à 2-6 le soir de l'Halloween. Quoi de mieux que les Jets le soir de l'Halloween? C'est l'équipe qui nous donne le plus de sueur froide depuis le début de la saison.
Ah, que c'est bien dit. Regarde, on ne passera pas beaucoup de Ouais. temps. Je choisis les Texans de Houston afin de l'apporter contre les Jets pour qui rien ne va plus. La saison de Stephen Diggs est terminée. Hein. Il a subi une blessure sans contact à un genou. Sa saison est terminée. Ça pourrait être un problème. Mais encore une fois, je ne veux rien savoir des Jets. Choisis les Texans pour gagner. Ben, moi, je prends les Jets cette semaine. Ah, Sans fais pas Diggs, ça! sans Fais pas Collins, ça! sans sans Collins, je pense que les Jets vont gagner ce match-là. Donc, je prends les Jets, moi, cette semaine. Je pense qu'on va retrouver le chemin de la victoire. Les Dolphins de Bon, Miami, ben, une fiche de 2-5. Oui, vas-y. Vas-y. non, j'allais juste dire que je sais que je commence 1-0 contre toi, là, déjà cette semaine. Les Dolphins de Miami à 2-5 vont affronter les Bills à Buffalo et leur fiche de 6-2. Josh Allen en carrière contre les Dolphins, fiche de 12-1 en 13 matchs, incluant les éliminatoires. Moi, je choisis les Bills. Moi aussi, écoute, James Cook la semaine dernière, 111 verges au sol. Il a inscrit 2 touchés. Le match est à Buffalo. Les Dolphins, malgré le retour de Tua, on a perdu parce qu'il y a d'autres problèmes du côté des Dolphins. Ces problèmes-là ont été exposés. Ben, même avant la blessure de Tua, Miami ne jouait pas bien. Durant l'absence de Tua, on a vu qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas bien du côté des Dolphins. Victoire des Bills. Les Bills sont sur une lancée, ça va se poursuivre. Les Chargers de Los Angeles à 4-3 vont affronter les Browns à Cleveland et leur fiche de 2-6. Jameis Winston, officiellement au poste de quart pour les Browns. Jameis, écoute, même la défense jouait avec plus d'intensité dès le début de la rencontre. J'avais remarqué ça, j'avais fait faire remarquer à Jasmin Leroux, étant donné que j'étais à l'analyse au NFL Red Zone. Ça va se poursuivre pour Jameis et les Browns, une deuxième victoire de suite. L'attaque des Chargers est tellement conservatrice. Et puis, non, je sais pas. Moi, j'ai vu avec les Browns et Jameis, mais encore une fois, 3 passes de toucher la semaine dernière, c'est Jameis Winston. Il pourrait être victime de 3 interceptions. Je ne serais pas surpris. Mais je crois qu'on a un peu de momentum du côté de Cleveland. On est soulagé de ne plus voir de Sean Watson sur le terrain. Sean Watson avait aucun match de 200 verges par la passe cette saison. Jameis Winston, la semaine dernière, 200 verges en une seule demi. Jameis Winston est un Immédiatement. trésor. Exact. On se rend compte que le système de Kevin Stefanski, ça fonctionne avec les autres corps. Hein? Jameis Winston, Joe Flacco connaissent du succès. C'est vraiment, on a un problème. Le problème, c'est de Sean Watson, finalement. Jameis Winston est un trésor national, Didier. Pour moi, c'est comme un peu Ultimate Warrior, là, le lutteur quand j'étais jeune, lorsqu'il Ouais, parle. au On micro, sait là, pas trop lorsqu'il où donne ça des s'en entrevues. va. Ouais. Exact, ça s'en va. C'est un peu ni queue ni tête. On parlait des astres, des planètes, le Ultimate Warrior. C'est un peu ça, Jameis Winston. Mais il est si adorable. Parmi l'un des joueurs les plus adorables, selon moi, de la NFL. Jamal Williams aussi, je l'aime bien. Mais je prends moi aussi les Browns pour l'emporter contre les Chargers. Les Saints de la Nouvelle-Orléans à 2-6 vont affronter les Panthers à 1-7. J'ai aucune note dans mon fichier de statistiques. J'ai juste surligné les Saints parce que c'est la moins pire des deux équipes. Ben, regarde, ma seule note, c'est retour au jeu de Derek Carr. Il semble qu'il va être en mesure d'effectuer un retour au jeu. Ah, Victoire des Saints. Obligé de s'étendre là, sur les Panthers. C'est les vraiment Raiders pitoyable. de Las Vegas à 2-6 vont affronter les Bengals à Cincinnati, leur fiche de 3-5. Les Bengals sont 0-4 à domicile cette saison. Est-ce qu'ils vont enfin signer une première victoire? Je crois que oui, mais Zach Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals, qui s'entête Marc-André à ne pas courir avec le ballon, malgré le fait que la ligne à attaque, elle n'est pas géniale. Mais là, on affronte les Raiders. Mais les Raiders, je vais leur donner ça. Ils se présentent, là, malgré toute la zizanie qui se passe, le départ de Devante Adams, le jeu de la chaise musicale à la position de carrière. Ils jouent avec intensité, ils sont combatifs malgré tout. Alors, ils pourraient peut-être causer une surprise, mais je choisis Cincinnati. Non, moi je prends les Bengals également. Euh, Pour l'emporter contre les Raiders. Les Commanders de Washington et leur fiche de 6-2 vont affronter les Giants à New York, au New Jersey encore une fois, leur fiche de 2-6. La dernière passe de toucher à domicile de Daniel Jones, ça remonte au 1er janvier 2023. C'était contre les Colts, alors all dirigés par right. Jeff Saturday, on s'en souvient. Donc, avec cette statistique, je prends les Commanders. Moi aussi, je vais prendre les Commanders et ça va nous donner une opportunité de regarder ensemble Marc-André, le Hail Mary de Jaden Daniels. Pourquoi pas? Ah! Pourquoi pas? Il a conservé le ballon pendant 12 secondes avant de décocher sa passe. Merci à la mention d'aide de Tyreek Stevenson. On a tellement mal joué ça.
Tu ne peux pas laisser un joueur être plus profond que la tertiaire. Tu ne peux pas laisser un joueur être derrière la pile, là, la main de joueur dans la zone des Hmm. buts sur un Hail Mary. On est supposé pratiquer ça. Mauvaise Il faut exécution des rabattre Bears par de le bas. Chicago. Oui, exactement. C'est un très bon point, comme tu viens de le dire. Il faut rabattre la passe vers le bas, pas vers le haut, puisqu'il peut arriver ce qu'on vient de voir. C'est juste une excuse pour revoir encore une fois ce jeu sensationnel. Ah oui, bien sûr, je choisis les Commanders contre les Giants. Les Patriots à 2-6 vont affronter les Titans au Tennessee avec leur fiche de 1-6. Les Titans sont favoris malgré qu'ils ont moins de victoires que les Patriots. Est-ce que ce sera Drake May ou Jacoby Brissett du côté des Pats? Est-ce que ce sera Will Levis ou Mason Rudolph du côté des Titans du Tennessee? Hmm. Tant de questions qui me laissent autant indifférent. Je vais prendre les Titans parce que je pense que même si on a accordé plus de 50 points, on a quand même une meilleure défense que celle des Pats. Ouais, puis au moment où on enregistre le podcast, bon, c'est ça, on ne sait pas quelle carrière sera de la formation. Je vais choisir le Tennessee parce que si j'étais certain que Drake May jouerait, je pense que j'irais avec les Patriots. J'aime ce que j'ai vu de la part de May, mais j'espère qu'il sera en mesure de jouer parce qu'il a besoin de jouer pour se développer. Si on parlait d'Anthony Richardson tout à l'heure, Drake May nous démontre des belles choses. Il a subi une commotion cérébrale. Les Patriots, je crois qu'ils vont dire, regarde, on va lui donner une semaine supplémentaire. Écoute, il est l'avenir de la concession, il n'y a pas de chance à prendre. Alors, les Titans, une victoire pour les Titans. Les Jaguars de Jacksonville, 2-6, vont affronter les Eagles à Philadelphie, 5-2. C'est le retour de Doug Peterson à Philadelphie, là où il a Ah, ben gagné oui. le Super Bowl avec les Eagles. N'oublie Mais pas, du côté des il a Jaguars, sa statue devant le stade à Philadelphie oui, en plus, hein? oui, oui. Rien de moins. Mais ce qui retient l'attention du côté des Jaguars, c'est l'absence de Christian Kirk qui est blessé pour la saison. Et ça se peut que ce soit un match également où on devra se passer des services de Brian Thomas du côté Mhm. des Jaguars. On se demande qui captera des ballons de Trevor Lawrence cette semaine. Bon, pas besoin de m'en dire plus. Pour toutes ces raisons, je choisis les Eagles afin de l'emporter à domicile. Alors, ce ne sera pas un bon retour à Philadelphie pour Doug Peterson. La défense des Eagles joue mieux depuis 3 matchs. On a accordé seulement en moyenne 12 points par match. Je prends également les Eagles pour l'emporter. Finalement, les Rams à 3-4 vont affronter les Seahawks à Seattle et leur fiche de 4-4. On a vu une différence. L'attaque des Rams est vraiment différente avec le retour de Puka Nacua. Oui, ah ouais, absolument. Karen Williams connaît un bon match, 97 verges au sol en 23 courses la semaine dernière. Moi, je vais me venger contre les Seahawks. Je les avais choisis afin de battre les Bills la semaine dernière. Ils m'ont complètement laissé tomber. Vraiment une mauvaise performance de Seattle à domicile. Alors, je me venge. Je choisis les Rams qui, eux, jouent mieux, là, comme tu viens de le mentionner, avec le retour au jeu de Puka Nacua. Également Cooper Cup. Est-ce qu'il va être échangé pour Cooper, Je penserais pas. Cooper Cup, parce qu'il fait partie des rumeurs. Ouais, je sais ça, Sean McVay a dit non, qu'on n'allait pas l'échanger, mais ça Je reste à pense voir. qu'on Peut-être qu'il a dit ça afin qu'on augmente l'offre du côté des équipes. Le meneur de cette division-là, les meneurs, c'est les Cards à 4-4. On est vraiment juste un Ouais. match en arrière. Je pense qu'on a une chance de peut-être participer aux éliminatoires du Ah, côté c'est des vrai, Rams ouais. avec vraiment une formation complète. Je pense qu'on va garder Cooper Cup avec nous et avoir comme un monstre à deux têtes au niveau de la position de receveur de passe. Je voulais juste dire que les Seahawks ont Mm. alloué 167 verges au sol en moyenne lors des 5 derniers matchs. Ça risque d'être un bon match pour Karen Williams. En fait, si Karen Williams est capable de se mettre en marche, je pense que les Rams vont assez facilement l'emporter face aux Seahawks. Ça fait le tour, Didier. Ouais, ouais, puis c'est une bonne observation que tu as amenée parce que si les Rams avaient perdu la semaine dernière, peut-être que là, on se serait mis en mode vente de Ouais. feu. Mais comme tu viens de le dire, l'équipe de première position a seulement un dossier égal à 500. Alors, on est toujours dans le coup du côté des Rams. On met sur Matthew Stafford, que j'aime bien. Alors, ouais, ben, comme tu viens de le dire, on a fait le tour des rencontres de la 9e semaine d'activité. On va continuer de parler de la 9e semaine d'activité du côté de la saison de la NFL, mais on va aborder le sujet, oui, en parlant de fantasy football. C'est le Mais là, il faut moment où regarder le Sylvain donne des tableau. recommandations. Oui, oui, c'est vrai, ouais, toutes les semaines, j'oublie. Ouais, tableau des prédictions, alors, ça a Je suis l'air de devant quoi cette toi. Il faut rappeler semaine? aux gens que je suis devant toi. Il faut rappeler aux gens que je suis devant Ah, toi ben quand oui, même. regarde. Ben oui, puis tu as augmenté ton avance à 5 matchs de plus que moi. Et le Bon, meneur, mais ben, ça demeure Marie, mon Dieu. Marie. Marie, là, est partie sur une lancée. Marie, c'est la Chiefs des Kansas City, du pool de prédiction de football. 88 et 35, 35. Marie. Wow. Wow! Wow, félicitations. Guillaume, 68 victoires, mais Guillaume, il aime tenter sa chance avec
en y allant avec des choix surprises. Alors ouais, tu Guillaume, as c'est le augmenté genre ton de gars qui avance. parie sa maison. Ouais, rien de moins. Mais c'est tu Il est quoi? J'aurais pas audacieux. chance de prendre des chances. Là, Non. parce qu'on atteint la mi-saison. Là, j'ai 5 matchs de retard sur toi. Donc, je vais devoir commencer à prendre des chances. Hein. J'aurais pas le choix la semaine prochaine. Je vais garder ça en tête. J'aurais dû prendre Joe Flacco des courses. Regarde bien, Tu vas faire j'avais une pas bonne vérifié. affaire si les Jets l'emportent quand même. Tu vas faire une bonne affaire si les Oui, Jets oui. l'emportent cette semaine. Ben, ça arrivera pas, ça Ouais. arrivera pas. Inquiète-toi pas, ça OK. arrivera C'est pas. bon. C'est Tu bon. l'as dit il y a un C'est bon. mois. Il y a un mois déjà, si je me souviens bien, tes mots concernant les Jets étaient que la marde était pognée. Donc, depuis, ils n'ont pas Oui. gagné un autre match. Ça va pas mieux aller. Donc, Robert Saleh qui est devenu conseiller avec qui a été embauché par les Packers a plus de victoires que les Jets depuis son congédiement. ben ouais, ben, il t'a rejoint son bon ami Matt Lafleur. Alors, ben, on va Exact. continuer à suivre les prédictions. Félicitations encore une fois à Marie. Là. Mon Dieu, à la mi-saison, est-ce que Marie va déjà s'assurer du championnat du pool de football? En tout cas, Je ses veux un affaires, ça va bien. recomptage. Peut-être Là. qu'on un recomptage, oui. Écoute, peut-être qu'on lui enverra une invitation à la fin de la saison afin de l'avoir comme Oui. invité ici, puis nous expliquer. Oui. Puis si elle continue, là, bien sûr, sur sa lancée en deuxième moitié de saison, nous expliquer comment elle a fait pour connaître autant de succès avec ses prédictions. Allez, Fantasy Football Yes. là, maintenant. On va commencer par, comme on le fait à l'habitude, position de carrière. Quelle est carrière qui, selon toi, a une confrontation avantageuse cette semaine et qu'il faut faire jouer absolument? Je vous ai mentionné il y a quelques semaines que Patrick Mahomes n'est plus vraiment un automatique au niveau fantasy à la position de carrière. Donc, je me permets cette semaine je pense que c'est une première pour ma chronique depuis que je fais cette chronique-là avec toi, de vous parler que Patrick Mahomes, ce sera une bonne semaine pour Patrick Mahomes au niveau fantasy cette semaine. La semaine dernière, il a obtenu 19 points fantasy contre les Raiders de Las Vegas. C'était vraiment sa meilleure performance de la saison, 19 points. Pour vous donner une idée à quel point il est vraiment ordinaire normalement. Patrick Mahomes, ça a été bon pour le 15e rang au niveau fantasy à la position de quart. Sauf que cette semaine, on affronte justement les Buccaneers lors de la semaine numéro 9. Tampa Bay a alloué le deuxième plus haut total de points au quart adverse lors des 4 dernières semaines. La défense vraiment est une passoire récemment. On alloue en moyenne plus de 25 points par match au quart lors de cette séquence côté des Buccaneers. Donc, ce sera une bonne semaine pour Patrick Mahomes. Maintenant, CJ Stroud des Texans de Houston, ça a mentionné tout à l'heure, plus de Nico Collins, maintenant plus de Stephen Diggs également. Est-ce que le moment est venu de le clou au banc? On était un peu déçus. Il m'a laissé sur mon appétit, CJ Stroud. Je pensais que ça allait être un affrontement vraiment alléchant contre les Colts d'Indianapolis. Ce qu'on se rend compte, c'est que les Texans sont une équipe axée sur le jeu au sol avec Joe Mixon en tête notamment. Ouais. Cette semaine, ce sera plus difficile sans Stephon Diggs et Nico Collins pour CJ Stroud contre les Jets. Les Jets ont quand même accordé le 5e plus bas total de points au quart adverse cette saison. On a accordé moins de 16 points au quart lors des 4 derniers matchs du côté des Jets. Puis, au niveau fantasy, 16 points, c'est vraiment, disons, le plancher pour connaître une bonne semaine au niveau fantasy. Donc, pour moi, CJ Stroud pourrait connaître des difficultés cette semaine, pardon. En 2024, pour vous donner une petite idée, sa moyenne de points fantasy par match est à 15,3. Elle était à 18,7 en 2023. Donc, CJ Stroud cette semaine, et même cette année, c'est un quart qu'on peut insérer selon les affrontements. Donc, tu doubles ta Barouette. mise sur les Jets. Ouais. Moi, c'est pas super, là. J'ai réussi à me débarrasser de ce que j'avais dans la gorge. Donc, tu doubles la mise sur les Jets. Tu dis Exact. d'asseoir CJ Stroud qui va affronter les Jets. Tu as choisi les Jets pour l'emporter. Ben, écoute, on n'aura pas à patienter longtemps. En plus, ce match-là, c'est jeudi soir. Alors, je vais suivre ça avec intérêt. Tu peux déjà t'assurer que je vais te texter durant le match. Ça, c'est sûr. Surtout si C'est ça va bon. mal pour les Jets, c'est sûr. C'est bon. Maintenant, en position de porteur de ballon. Avec le retour de Tua Tagovailoa, on a assisté à la résurrection de Devon Achane, puis je pense que ça va se poursuivre cette semaine. Avec Tua Tagovailoa au poste de quart, Devon Achane a obtenu une moyenne de 26,4 points fantasy par match. C'est bon pour le premier rang à la position de porteur de ballon de la LFL. Écoute, Didier, il a été ciblé cette année dans le jeu aérien Devon Achane plus souvent que Jaden Waddle. Moi, ça m'a vraiment fasciné. Ah ouais, wow. Tua Tagovailoa, ouais, cible davantage dans le jeu aérien Achane que Waddle. Lors de la semaine numéro 9, on affronte les Bills.
Les Bills ont alloué 51 catchs et 434 verges aux porteurs de ballon par la passe. C'est un sommet dans la NFL. Donc, pour moi, Devon Achane, spécialement en format PPR, donc on obtient un point de plus par attraper, est un must-start, est à insérer absolument dans votre format. Mais sais-tu quoi? Je peux comprendre pourquoi Etienne a été ciblé plus souvent que Waddle. Premièrement, toi, c'est blessé. Puis là, bon, les carrières qui l'ont remplacé, c'était pas fameux. Donc, les passes aux porteurs de ballon, ce sont des passes plus faciles, entre guillemets, à compléter, bien sûr, qu'aux receveurs éloignés. Un autre facteur, la ligne attaque des Dolphins, elle n'est pas bonne. Il y a une raison pourquoi on a perdu trois Mhm. carrières depuis le début de la saison. Toi, c'est blessé. Taylor Huntley s'est blessé également, puis j'oublie c'est qui, Skylar Thompson. Pas de coïncidence hein, qu'on a eu trois carrières qui se sont blessées. La ligne attaque, elle est mauvaise. Donc, tu n'as pas nécessairement du temps afin de repérer Waddle et Tyreek Hill. Donc, non, je peux comprendre, malgré le fait que c'est très surprenant. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour les propriétaires de Devon et Chain. Maintenant, quel est le porteur de ballon qu'il faut clouer au banc cette semaine? On cloue au banc les porteurs de ballon des Buccaneers de Tampa Bay. Spécialement, j'ai choisi pour vous Rashad White. Les Pourquoi? Parce qu'on trois? affronte les Chiefs. Ben oui, les trois. Mais on affronte les Chiefs. Puis je vous ai parlé des Chiefs. La défense des Chiefs contre la course, elle est vraiment intraitable depuis le début de la saison. Elle a accordé le plus bas total de points alloués aux porteurs de ballon adverses. C'est seulement 13 par match. C'est vraiment pas beaucoup. Écoute, elle a accordé 4 points de moins que l'équipe qui pointe au deuxième rang, c'est-à-dire les Lions. 4 points de moins en moyenne. C'est vraiment exceptionnel. Oui, je suis d'accord que les Buccaneers vont tirer de l'arrière. À ce moment-là, quel porteur de ballon on devrait utiliser? Je pense que Bucky Irving, la semaine dernière, lorsqu'on tirait de l'arrière, il a eu 16 opportunités contre 12 pour Rashad White. Si on a un porteur de ballon à insérer dans notre formation comme flex, disons, parce que je pense qu'on doit s'attendre à ce genre de production d'un pivot, je pense que j'insérerais Bucky Irving, mais j'essaierais de laisser le trio sur mon banc cette semaine, si je le peux. Ouais, la défense des Chiefs est effectivement très coriace. Maintenant, receveur de passe, Cortland Sutton des Broncos de Denver. Tu penses qu'il pourrait connaître une bonne rencontre? Mais on attaque la défense poreuse des Ravens par la passe. C'est vraiment, on connaît beaucoup de succès avec cette stratégie. On a des patrons au niveau fantasy en ce moment. On a il y a des choses qui reviennent à chaque semaine qu'on peut vraiment se baser. Puis la défense des Ravens contre la passe, ben, c'est une véritable passoire. Ce qui m'amène à vous parler de Cortland Sutton, ciblé 11 fois, 8 réceptions, 100 verges contre les Panthers la semaine dernière. Bo Nix, au moins 20 points fantasy dans 3 de ses 4 derniers matchs. Et Baltimore, j'en ai parlé. On a encore en moyenne 44 points aux receveurs adverses cette saison. On a accordé 13 touchés sur réception. C'est un sommet dans la NFL. Et pour vous donner une idée, Cedric Tillman, justement, la semaine dernière, 2 touchés, 99 verges. Euh, Bo Nix, selon moi, va être forcé à passer le ballon. On ne pourra pas vraiment courir au sol avec Nix, avec nos porteurs de ballon. Donc, pour moi, ça va donner plus d'opportunités pour Cortland Sutton. Où je me mouille un peu parce que c'est Cortland Sutton vraiment connaît une saison très ordinaire, mais je pense qu'il pourrait connaître une bonne semaine au niveau fantasy. Mon Dieu, les statistiques là, de la défense des Ravens contre la passe, elles sont effrayantes. Mhm, Elles sont effrayantes. mhm, Persiste à dire, c'est mhm. dommage. Les Ravens, présentement, je ne peux pas croire qu'ils sont des aspirants au Super Bowl à cause de cette défense contre la passe là, qui est vraiment très mauvaise. Présentement, il y a du temps pour l'améliorer, mais pour l'instant, ça fait dur. Marvin Harrison il a connu un très bon match la semaine dernière, quoi, 111 verges sur 6 réceptions, un touché. Mais là, tu le laisserais sur le banc là, aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, lors de la Deuxième semaine match dernière. de, Deuxième match de 100 verges la semaine dernière pour Marvin Harrison. Je sais que les propriétaires de Marvin Harrison vont l'insérer dans la formation, mais attendez, là, encore là, c'est une question de tempérer les attentes. Parce qu'il faut quand même dire que Marvin Harrison, oui, il a 2 matchs dans le top 5 à la position de receveur cette saison et 4 matchs dans le top 26, mais il a aussi 4 matchs hors du top 50. Donc, on a vraiment 4 excellents matchs et 4 matchs très décevants, 4 flops même, je dirais. Et lors de la semaine numéro 9, on affronte les Bears de Chicago. Les Bears ont accordé le 9e plus bas total de points alloués aux receveurs adverses cette saison. Et la semaine dernière, la défense des Bears a vraiment limité vraiment Jaden Daniels, n'eût été justement de cette fameuse passe de fin de match. On avait vraiment muselé l'attaque des Commanders. Donc pour moi, est-ce que Marvin Harrison va connaître un grand match ou est-ce qu'il va connaître un autre flop? Euh,
selon moi, je pense que ça pourrait être plus vers le flop que vers le grand match cette semaine. C'est ça que je veux apporter comme. Hmm. OK. Maintenant, à la position d'ailier rapproché, on a parlé des Jaguars de Jacksonville et leur rendu à la position de receveur. La saison de Christian Kirk est terminée. On n'est pas certain si Brian Thomas, au moment où on enregistre le podcast, sera en mesure de jouer cette semaine. Mais tu penses qu'il y a un joueur qui pourrait bénéficier de ça, c'est Evan Ingram. Le dernier des Mohicans, Evan Ingram, parce que sinon, qui va recevoir le ballon du côté des Jaguars de Ah, à la Jacksonville? force des Il a été, choses, il devra il produire. a été Ouais, au volume, hein. C'est un joueur, c'est vraiment à insérer dans votre formation à cause du volume cette semaine que va recevoir Evan Engram. Ciblé 20 fois en 3 matchs depuis son retour. Il a inscrit un touché la semaine dernière, comme toutes les ailiers rapprochés ou presque de la Ligue, hein. C'était la journée nationale de l'ailier rapproché aux États-Unis. On a Oui. inscrit 16 touchés. Il y a 16 ailiers rapprochés qui ont inscrit des touchés dans la NFL la semaine dernière. C'était tout simplement hallucinant comme statistique. L'année dernière, sans Christian Kirk dans la formation, Didier, Evan Engram a été ciblé plus de 10 fois par match en moyenne. Donc ça, c'est intéressant. Je sais que lors de la semaine numéro 9, on affronte les Eagles qui ont accordé 7,7 points euh, lors des 4 dernières semaines aux alliés rapprochés. Mais justement, à cause du volume de passes ou de l'attention que Evan Engram va recevoir de Trevor Lawrence, je pense qu'il est un excellent joueur à insérer dans votre formation cette semaine. Maintenant, Dalton Kincaid des Bills de Buffalo, tu ne crois pas que lui, comme Ingram, on se doit de l'avoir dans la formation? Là? Il a profité de la journée nationale de l'ailier rapproché pour inscrire lui aussi un touché la semaine dernière. Mais la réalité pour Dalton Kincaid, c'est qu'il ne connaît vraiment pas une bonne saison. J'étais l'un de ceux qui croyaient en lui, puis j'étais en train de le regretter tranquillement pas vite. Il a obtenu plus de 10 points fantasy seulement 2 fois cette saison. Et en fait, sa moyenne est de 8,8 points fantasy par match. C'est pire que Mark Andrews, Didier, qu'on avait enterré vivant lors des premières Ben oui. semaines. Mark Andrews s'est vraiment ressaisi depuis. Ce qu'on se rend compte, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que l'attaque des Bills, ben, c'est axé sur le jeu au sol, c'est axé sur James Cook. Je trouve qu'on n'utilise pas Dalton Kincaid à sa juste valeur ou dans les conditions les plus favorables. C'est souvent dans des situations de court gain. On ne lui lance pas le ballon dans les zones profondes, bien que je pense qu'il est capable d'aller chercher de longs gains. Bref, Dalton Kincaid, son utilisation, pour moi, me laisse sur mon appétit. Lors de la semaine numéro 9, on affronte les Dolphins. Les Dolphins ont accordé 54 verges seulement au total. Vous allez rapprocher lors des 4 dernières semaines. Ça, c'est bon pour 3,8 points fantasy au total lors des 4 dernières semaines. Non, en moyenne, pardon, lors des 4 dernières semaines. Pour moi, Dalton Kincaid, ce ne sera pas une bonne semaine pour lui. Si vous avez une autre option, Kate Hutton, par exemple, c'est une excellente option cette semaine. Je ferais jouer absolument Kate Hutton au détriment de Dalton Kincaid. Ouais, possiblement la seule bonne chose que la défense des Dolphins fait, c'est son travail contre les ailiers rapprochés. Ben, écoute, ça conclut la chronique Fantasy Football. Ben, merci beaucoup, Marc-André, pour tes conseils Fantasy Football et merci de m'avoir accompagné, bien sûr, lorsqu'on a mis la table pour la 9e semaine d'activité, déjà la mi-saison du côté du calendrier régulier de la NFL. Allez, passe-moi une journée. Toujours un plaisir. Salut. Allez, ciao, ciao. Alors, c'est maintenant le moment de la Minute des fans où je réponds à vos questions. Toutes les semaines, je vous invite à m'envoyer vos questions à l'adresse courriel du podcast, le sac du car à commercial gmail.com, le sac du car à commercial gmail.com. Je vous invite à les envoyer en vidéo dans la mesure du possible, toujours plus agréable de pouvoir vous montrer à l'écran. Alors, on a 2 questions cette semaine. On va commencer par la première qu'on a reçue par courriel. Ça nous vient de Raphaël. Il dit Salut Didier. Pour commencer, excellent podcast. J'ai toujours hâte de l'écouter à chaque semaine. Ben, merci beaucoup, Raphaël. De notre côté, on a toujours hâte d'enregistrer le podcast, de le préparer pour des gens comme vous. Alors, oui, c'est du 2 pour 1 avec Raphaël. Donc, sa première question. Je suis un fan des Pats depuis que j'ai vu Gronkowski pour la première fois. Penses-tu que Drake May est le carrière qui peut relancer la concession de la Nouvelle-Angleterre? Ben, je crois que oui, que clairement, Drake May a le potentiel d'être un carrière de concession. Physiquement, il a tous les atouts recherchés. Il est grand, il est gros, il est mobile, il peut courir, il possède un bon bras également. On dit de lui que c'est un jeune homme qui a une excellente attitude, que c'est un joueur travaillant.
Alors, pour toutes ces raisons, je crois qu'il a une chance. Là. Naturellement, on va devoir bien l'entourer du côté des Patriots, en commençant par la ligne à l'attaque notamment. Là. Cette ligne à l'attaque des Patriots, qui était un problème l'année dernière, elle n'est pas améliorée cette année. Alors ça va être important, bien sûr. Mais oui, je crois que Drake May, il a le potentiel de devenir un bon carrière. Sur Patriots, de bien le développer et de bien l'entourer. Parce que May a vraiment tous les atouts qu'on recherche chez un jeune carrière de concession. Maintenant, la deuxième question de Raphaël. Qui, selon toi, devrait gagner le trophée Heisman? Sean Genty, Cam Ward, Travis Hunter. J'avais misé sur Hunter au début de la saison, mais je te dirais que Genty est impressionnant. Merci et continuez votre bon travail. Merci à vous, Raphaël. Pour l'instant, pas le choix d'y aller avec Sean Genty, je crois, de Boise State. Il reste encore beaucoup de football, mais s'il est en mesure de maintenir la cadence, eh bien, il pourrait complètement réécrire le livre des records du football universitaire américain. On sait que le record pour le plus grand nombre de verges au sol en une saison, ça appartient à Barry Sanders, qui avait gagné plus de 2600 verges. Ça se passait en 1988, si je me souviens bien. Sanders portait les couleurs des Cowboys de l'Université Oklahoma State. Et puis, Genty, depuis le début de la saison, il n'y a aucune équipe qui est en mesure de le ralentir. Et je sais qu'il joue dans une conférence qui est moins forte. Toi, en début de saison, Boise State a affronté Oregon. Oregon, les Ducks sont classés numéro 1 et Genty avait connu un fort match, plus de 100 verges au sol. Encore une fois, il avait été sensationnel. Alors ça m'a confirmé qu'il est réellement un porteur de ballon de talent. Alors pour moi aussi, Genty, présentement, c'est mon favori, mais Travis Hunter, wow, connaît toute une saison. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il joue pour l'Université du Colorado. Il joue à la position de demi-coin et de receveur de passe et il excelle aux deux positions. Alors moi, j'ai hâte de voir dans la NFL, de voir si on va lui faire choisir un côté du ballon pour lequel jouer. Alors, encore une fois, Raphaël, merci pour vos deux questions, puis merci de regarder le podcast à toutes les semaines. C'est grandement apprécié. Et maintenant, on va se tourner vers ce qui est probablement le fan numéro 1 du podcast, Régis, qui nous envoie une question en vidéo. Bonjour Didier. Ma question cette semaine concernait la NFC West. Je regardais le classement de la Ligue, puis je trouve que c'est ça, c'est la division où c'est le plus serré. Puis je voulais savoir là, si on pourrait avoir une surprise en ne voyant pas les 49ers faire les séries cette année, là. Puis est-ce que ça pourrait être possible de les voir se faire dépasser par Seattle ou Arizona, euh, peut-être même les Rams, là. Tout me semble possible. C'est peut-être un peu une réaction excessive, mais voilà ma question pour vous cette semaine. Régis, merci beaucoup pour votre question. C'est toujours vraiment apprécié lorsque vous nous envoyez une question par vidéo, Régis. Puis non, c'est pas une réaction excessive, je crois pas, parce que j'en parlais tout à l'heure avec Marc-André. Les Rams, oui, sont au dernier rang de la section, mais ils ont une fiche de 3 victoires et 4 défaites. Trois autres formations, les Seahawks, les 49ers et les Cardinals, ont des dossiers égaux à 500 de 4 et 4, comme on le voit à l'écran. Tu vois comment Guillaume, il est rapide, boum, il avait le classement de la section de près. Alors, les Rams sont au plus fort de la course. Ils sont là également. Je persiste à croire que les Cardinals, en fait que les 49ers plutôt, vont terminer au premier rang éventuellement. Pour moi, les Seahawks sont trop inconstants. Là. En particulier, je vais dire du côté de la défense, mais là, c'est l'attaque aussi là, qui n'a rien fait la semaine dernière contre les Bills de Buffalo. Les Cards, c'est une belle histoire, mais je n'y crois pas. Il y a un manque de talent en défense. Alors, moi, je persiste à croire que l'Arizona va chuter au classement éventuellement. Mais je peux voir une lutte entre San Francisco et les Rams éventuellement pour le premier rang. J'ai hâte de voir si les Niners peuvent jouer avec plus de constance. J'ai leur calendrier ici devant moi. Alors bon, ils vont affronter les Buccaneers, on en a parlé, ça va être à Tampa Bay. En théorie, ils devraient gagner ce match-là, mais la semaine suivante, ils s'en vont à Green Bay. Et après ça, les Niners vont aller à Buffalo contre les Bills. Alors ça, c'est vraiment deux matchs très coriaces pour les 49ers de San Francisco. En tout cas, les quatre équipes ont des chances présentement. Moi, je crois, si j'avais à parier, ça serait entre les Niners et les Rams, je crois. Là. J'aime beaucoup Matthew Stafford, Sean McVay. Là, on est finalement en santé. Là. OK, il nous manquait Puka Nacua, Cooper Cup. Tout le monde est revenu. Puis là, on l'a vu la semaine dernière, on a mieux joué en attaque. Je crois que ça va se poursuivre du côté des Rams. Alors.
peut-être mettre un vieux 10$ sur les Rams afin qu'ils terminent au premier rang de la section. Encore une fois, merci Régis. Merci à tout le monde qui regarde le podcast à toutes les semaines. On vous invite justement à répandre la bonne nouvelle, à inviter vos amis qui sont également des mordus de football, à regarder le podcast, à s'abonner à la chaîne YouTube, ou soit de l'écouter via Spotify ou tous les endroits où on peut écouter et regarder des podcasts. On a fait le tour. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous reparle la semaine prochaine.